Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Jean-Marie Souclier. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Marie, vous êtes le directeur général de Sogénial Immobilier. On est là ensemble pour faire le point sur votre actualité et j'aimerais démarrer avec une SCPI que vous avez mis sur le marché avant l'été, Cœur d'Europe. Cœur d'Europe, ça donne quoi ? Cœur d'Europe, c'est un beau lancement, une belle réussite. On a lancé notre troisième SCPI après Cœur de Ville et Cœur de Région. L'idée, c'était d'étendre, comme son nom l'indique, notre horizon d'investissement à l'Europe et de ne pas se limiter à la France. D'ailleurs, pour l'instant, d'exclure la France, puisque l'idée, c'est vraiment d'investir ailleurs. L'Europe, on parle beaucoup de l'Allemagne, c'est quoi ? Vous allez sur l'Allemagne parce que Eh bien, justement, non. Puisque tout le monde va sur l'Allemagne, on a choisi un autre angle. On a choisi notre premier pays, la Belgique, pour nos 3 premiers investissements. Et puis après, on va se développer tranquillement à notre rythme en prenant le temps d'appréhender, de connaître les pays, sur l'Espagne, sur le Portugal et puis peut-être après sur les Pays-Bas. Mais on va y aller doucement et sûrement. L'accueil des partenaires ? Eh bien, écoutez, plutôt un bon accueil. On a mis une quinzaine de jours à faire le capital fondateur d'1 million d'euros. Et puis après, on a enchaîné sur le mois de juillet, début du mois d'août, pour la collecte de près de 8 millions d'euros pour notre premier investissement. Donc oui, on est très content. Elle fait aujourd'hui 8,5 millions de capitalisation, de collecte. Donc on est vraiment content du succès et de l'estime des gens pour cette SCPI. Le type d'actifs que vous souhaitez mettre dans Cœur d'Europe ? On reste sur notre thématique qu'on a lancée il y a maintenant 3 ans, commerce, bureau, activité. On mixe ces trois diversification, l'immobilier d'entreprise bien sûr, et on accompagne les entreprises, on est capable d'accompagner, de suivre les entreprises dans tous leurs secteurs, le bureau, le commerce et les locaux d'activité, entreposage. Cœur d'Europe, c'est un peu le petit frère ou le grand frère de Cœur de Région, qui est une SCPI qui a déjà un track record important, il y a 2 ou 3 ans. C'est ce que je disais, d'ailleurs, 2-3 ans, notre nouvelle expertise et notre nouvelle connaissance qu'on a déployée sur commerce, bureau, activité, qui était la cible de Cœur de Région et qui l'est toujours. Cœur de Région, c'est en France, bientôt 60 millions d'euros de capitalisation, donc une belle réussite en à peine 3 ans et une accélération assez nette. Et on a déployé donc cette stratégie d'investissement sur l'Europe maintenant avec Cœur d'Europe. Est-ce qu'on peut parler des choses pas qui fâchent mais qui nous intéressent tous ? En termes de rendement, Cœur de Région, ça donne quoi ? Ça a donné quoi ? Cœur de Région, on a servi en 2018, fin 2018, 2019 et 2020 une belle rentabilité, puisque 2020, on a fini à 6,30 de rentabilité et 1,60 de recapitalisation à l'année. C'était la deuxième année qu'on faisait cette recapitalisation, donc 7,90 de performance annuelle. Et on est sur les mêmes tendances, même si on ne peut pas préjuger encore des performances. Mais on est sur cette même tendance sur cette année pour Cœur de Région. Et Cœur d'Europe, c'est une SCPI européenne, donc on paye de l'impôt dans les pays. Donc forcément, la rentabilité servie est moins élevée, puisque l'impôt est déjà payé à l'étranger. Mais là, on va être première distribution de dividendes dans les jours qui viennent, avec 5% de distribution nette de fiscalité étrangère. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil type pour Cœur de Région et Cœur d'Europe ? En termes d'investisseurs ? Oui. Alors souvent, les gens qui ont des sociétés vont préférer investir avec Cœur de Région, puisqu'ils vont avoir moins d'imposition. L'imposition internationale payée à l'étranger de Cœur d'Europe a moins d'intérêt. Après, c'est en effet les personnes qui payent plus d'impôts vont être peut-être plus intéressées par une SCPI européenne, puisqu'ils n'ont pas l'impact fiscal en France. D'accord. Et puis, je ne pense pas trahir un secret, Jean-Marie, en disant qu'actuellement, vous avez 2 futurs fonds qui sont en cours d'agrément à l'AMF. Alors, on travaille beaucoup avec l'AMF. Un peu ou on en parle, mais discrètement, parce que on travaille beaucoup avec l'AMF et on n'aime pas dévoiler les choses et ils n'aiment pas avant que ce soit fait. Néanmoins, on a 2 fonds assez innovants qui vont sortir, un sur le capital naturel, qui va être un fonds assez intéressant pour préserver et développer le capital naturel. On en parlera dans quelques semaines, mois. Et puis un second qui sera plutôt un fonds obligataire avec des sous-jacents immobiliers un peu typés crowdfunding. Voilà, on essaye d'être assez innovant sur ces 2 fonds. On va peut-être marquer un peu le secteur. Un fonds obligataire orienté crowdfunding, c'est assez novateur, ça ? C'est ce qu'on essaye de faire. On a quelques idées assez nouvelles, des choses qui ne se sont pas encore faites. Donc je pense qu'on en reparlera très bientôt. D'accord. Allez, sans trahir de secret, on ne va pas vous demander les noms ou d'aller au-delà du capital naturel, comme vous dites. Quel horizon pour ces 2 fonds ? Sous réserve que l'AMF mette le petit tampon, etc. On va être sur un horizon entre quelques semaines et donc fin d'année, tout début d'année prochaine. D'accord. C'est dans les 2-3 mois que ça va se dénouer. C'est très clair. Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt.
Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Mathieu Chauvin. Mathieu, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathieu, vous êtes le président d'ERES. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité produit, puisque vous en lancez un nouveau PER. C'est ça? Exactement. 2 ans après le lancement de notre premier PER qui était sorti en octobre 19, on sort le nouveau PER ERES. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Alors, il a plusieurs choses dans sa banette. Ouais. La première, c'est un nouvel assureur avec lequel on travaille. Originellement, on travaillait avec Swiss Life, Assurance et Patrimoine. Désormais, on va pouvoir se brancher avec un nouvel assureur qui est Spirica, qui est filiale du groupe Crédit Agricole, spécialisé dans le développement de produits de vie, et notamment pour les indépendants et la distribution indépendante. Et donc, on est très heureux de pouvoir lancer ce nouveau PER avec eux. Alors, je pourrais mettre quoi dans ce PER? d'étoffer la gamme de fonds à l'intérieur de ce produit, puisqu'il va être encore plus immobilier qu'il ne l'était. Il va y avoir plus de 20 supports immobiliers, SCPI, OPCI, SC, qui vont nous servir pour construire ce patrimoine à vocation retraite. Et tout nouveau, une gamme de fonds de private equity qui vont nous permettre d'investir dans l'économie réelle, dans l'économie productive, et donc on est très content de pouvoir le faire. Private equity, c'est le sujet un peu à la mode. J'ai l'impression que les investisseurs sont très friands du private equity. Alors, en tout cas, quand il s'agit de se constituer de l'épargne de long terme, c'est un produit qui est parfaitement adapté, puisque justement, on a ces horizons de temps d'investissement longs qui sont parfaitement adaptés. Et oui, les rendements qui sont procurés par ces supports de private equity sont significativement meilleurs aujourd'hui que ce que peuvent produire des gestions traditionnelles sur les marchés cotés, même si le risque qu'il y a à mettre en face est forcément aussi corrélé. Donc, il faut bien sûr choisir et être sélectif dans les produits de private equity. On le rappelle, le private equity, le non-coté, se conçoit avec un horizon d'investissement un petit peu long. On n'est pas là pour faire des coups. On n'est pas là pour faire des coups, même si, bien sûr, comme on est l'avantage d'avoir des fonds de private equity dans un produit dit d'assurance vie ou de plan d'épargne retraite, c'est que la liquidité du produit est portée par la compagnie d'assurance, et donc vous avez moins de difficultés en cas de nécessité de rachat pour obtenir la liquidité du produit. Puis une autre actualité, Mathieu, c'est que ERES a franchi le cap des 5 milliards d'euros d'encours en gestion. Oui, 5 milliards. Félicitations, parce que là, vous commencez à être sur les radars. Alors, ça fait de nous une société de gestion qui compte, une des 50 premières sociétés de gestion qui comptent en France, et avec un marqueur assez fort chez RS qui est d'être un multigérant, donc un allocataire. Et donc, on travaille aujourd'hui avec 110 fonds gérés par les équipes d'RS Gestion et qui sélectionnent près de 300 fonds et qui supervisent près de 300 fonds qu'on référence dans nos gestions. Donc, c'est un formidable outil pour nous et pour nos partenaires pour ouvrir les architectures de services et de produits et servir la performance des clients à la fin. Ces 5 milliards, ça se répartit comment ? Ça serait donner les grandes masses? Oui, alors historiquement, RS s'est construit sur le métier de l'épargne salariale, donc ça reste 4 milliards dans nos encours constitués, mais l'épargne retraite progresse très très vite dans cela, et c'est 1 milliard d'épargne retraite, 4 milliards d'épargne salariale dans cette ventilation sur ces 5 milliards d'encours. Dernière question, Mathieu, on est bientôt à la fin de l'année. 2022, vous voyez ça comment? Vous êtes confiant? Et puis plus largement, on indiquait tout à l'heure, vous avez franchi les 5 milliards d'encours. À terme, c'est quoi votre ambition en termes d'encours? Alors déjà, 2022. Alors, on va commencer par 2022. 2022, on le voit forcément d'un très bon œil. Alors, on a aussi des échéances politiques importantes, et on sait que dans ces mouvements, il y a toujours un petit peu de latence et quelques effets de bord qu'on supervisera comme d'habitude pour être à la pointe de l'information sur ces sujets-là. Donc, on regardera comment ça évolue, notamment sur le sujet de la réforme des retraites qui pourrait revenir dans les débats politiques. Et nous, bien sûr, on y est favorable puisque c'est une façon de remettre le projecteur sur la retraite par capitalisation, et on pense que ça a une vraie vertu aujourd'hui pour la société française que de compléter les régimes de répartition par la capitalisation. Je crois que tout le monde est convaincu. Je pense que tout le monde l'est, mais il faut le redire et continuer de leur dire que c'est une attente de beaucoup de gens, et malgré d'autres discours qu'on peut entendre par ailleurs. Les perspectives d'ERES derrière pour l'avenir, alors je ne sais pas si on se
projette dans 5 ans, mais dans 5 ans, on devrait, à mon avis, assez facilement pouvoir compter les 10 milliards d'encours sous gestion. Bon, je le souhaite. Et donc, on serait très content d'y arriver. On aura l'occasion de venir en reparler à ce Oui, moment-là. on se reparlera d'ici là, parce que RS, c'est en même temps 5 milliards. Moi, je ne connaissais pas ce chiffre, c'est une grosse somme. C'est-à-dire que vous commencez à faire partie un peu des poids lourds. Et en même temps, vous êtes d'un côté sur un marché un peu de mass market, et en même temps, vous êtes un artisan. Et donc, il faut réussir à faire avancer les deux de front. RS, c'est un acteur dédié à l'épargne longue pour les indépendants. Et les indépendants, aujourd'hui, qui travaillent avec RS, ils sont 5500. C'est plus de 220 000 épargnants qui utilisent nos solutions. Donc forcément, il faut à la fois être efficace pour accompagner des artisans dans leur devoir de conseil, dans l'accompagnement de leurs clients pour délivrer le bon conseil patrimonial, fiscal, successoral. Et donc ça, c'est toute la qualité de nos outils, de nos équipes. Et on digitalise énormément toutes ces solutions pour industrialiser les processus, parce que derrière, il y a énormément d'opérations, énormément de souscriptions de contrats. Et donc, l'enjeu, c'est de rester un acteur à taille humaine, avec une capacité de conseil toujours aussi évoluée que celle qui nous a mis sur ce marché, et avec une capacité d'industrialiser derrière les processus. De pouvoir faire du volume, et la clé, c'est le process, maîtriser le process. Mathieu, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Arnaud Lanoënan. Arnaud, bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes le directeur général d'Ingepar. On va parler défiscalisation Girardin. Avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler Ingepar? C'est dans le groupe BRED, c'est ça? Exactement. Nous sommes une filiale de BRED Banque Populaire, qui est elle-même une banque régionale du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne. D'accord. Vous faites du Girardin, donc de la défiscalisation. Allez, une question un peu rentre-dedans. Le Girardin, sur la place de Paris, il y a plusieurs opérateurs. Qu'est-ce que vous apportez de différent? Ce que nous apportons de différent, c'est notre positionnement qualité. Déjà dans la manière dont nous sélectionnons les opérations que nous allons être amenés à proposer au réseau de conseillers par ailleurs. Nous sommes dans un groupe bancaire et les banques locales sont les premières à nous apporter nos opérations et à avoir une appréciation sur le risque sous-jacent des projets économiques dont il est question. Ce que vous voulez me dire, c'est que les opérations, souvent, vous sont pas que, mais entre autres, apportées par vos collègues du réseau bancaire, c'est ça? Exactement. Apportées ou alors financées par les banques locales de notre groupe BPCE, qui est aussi une autre manière d'avoir une appréciation positive de l'opération en question. Si les banques locales de notre groupe financent l'opération, c'est que les fondamentaux sont bons. Ouais, d'accord. C'est pour vous sécurisant? Absolument. Bon. Vous êtes un des spécialistes de l'outre-mer. Il y a un élément d'actualité, c'est le prochain référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. C'est un facteur de risque pour les investisseurs. Moi, je suis investisseur, le Girardin me tente. Je me dis, est-ce que je vais aller en Nouvelle-Calédonie? Et puis, sur les opérations que j'ai pu déjà faire, c'est un peu inquiétant, non? Alors, peut-être un bref rappel historique, effectivement. Donc, nous avons les accords de Matignon et de Nouméa qui prévoient la tenue de 3 référendums d'autodétermination. Avec la question clé, souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la souveraineté et devienne indépendante? Par 2 fois, le corps électoral a répondu par la négative, en 2018 et en 2020. La question va être posée une dernière fois en décembre de cette année. Pour les opérations que les investisseurs auraient pu faire sur cette zone dans le passé, évidemment, aucun risque de reprise ou de requalification. Il serait totalement inconcevable que l'État sanctionne les investisseurs qui auraient pris des opérations de défiscalisation par le fait d'une décision politique au plan local. Donc aucun risque d'inquiétude sur les opérations passées et même sur la distribution des opérations en 2021. La question se pose de la même manière. L'avenir est un autre débat. On verra comment la période transitoire éventuellement, si le oui devait l'emporter, sera définie entre les pouvoirs publics et la Nouvelle-Calédonie. On le rappelle, c'est la 3e consultation, c'est le 3e référendum. Les 2 précédents ont été négatifs, donc la population qui était invitée à se prononcer a dit on souhaite rester dans la métropole. Dans la métropole, dans la République française. Dans la République française. Vous êtes, je disais, un spécialiste un peu de l'outre-mer. Le Girardin, c'est séduisant parce qu'il y a un certain nombre d'avantages, de bénéfices fiscaux. La contrainte, on est quand même sur du moyen-long terme. Il y a quelques règles à respecter pour avoir, si je puis dire, un Girardin heureux. Oui. Si on devait retenir que 2 ou 3 règles et les principes
sur lequel vous voulez attirer l'attention des investisseurs. C'est quoi? Alors, sous forme de recommandation, et d'ailleurs en m'adressant au premier aux investisseurs candidats, c'est de ne pas y aller seul. C'est d'aller accompagné d'un conseiller, d'un spécialiste, qui va notamment lui éviter les écueils classiques de ces opérations et notamment se tromper sur le montant de la réduction d'impôt sur laquelle il peut se positionner compte tenu des règles de plafonnement des niches fiscales. Oui, on est sur une matière un petit peu technique. C'est un peu technique, ça suppose que le conseiller, premièrement, connaisse bien les textes et puis surtout ait une bonne connaissance de la situation fiscale de son client qui peut lui avoir fait d'autres opérations qui avoir des conséquences sur le fameux plafonnement des niches fiscales. Donc attention à ne pas souscrire au-delà des plafonds parce que là ce serait une perte sèche. Ouais. Et puis la connaissance quand même du produit. Alors la connaissance du produit, effectivement, bien comprendre effectivement quand on est un conseiller cette fois-ci que le sous-jacent c'est une opération, un projet économique qui présente potentiellement un risque d'écueil, de non-performance ou de sous-performance et qui va avoir la conséquence potentiellement pour l'État d'avoir à faire une reprise de l'aide à l'investissement. Ouais. Donc il s'agit de sélectionner à nouveau les bonnes opérations et d'avoir des relations avec des monteurs comme un GEPAR qui sélectionne et propose au marché les meilleures opérations. Alors je crois que chez vous, chez un GEPAR, on privilégie les opérations avec agrément. C'est-à-dire que les opérations... On peut rappeler un peu, il y a opérations avec ou sans agrément. À partir d'une certaine taille, on est obligé de demander un agrément. Je ne vais pas me perdre dans les détails techniques, mais effectivement, disons qu'il y a des opérations en deçà desquelles les opérations peuvent bénéficier de ce qu'on appelle un agrément de plein droit. Donc on n'a pas besoin d'un échange avec l'administration fiscale. Ce n'est pas l'activité première d'un GEPAR. Un GEPAR fonctionne sur les grosses opérations qui nécessitent systématiquement d'avoir un échange avec l'administration fiscale pour avoir, au terme de cette instruction, un agrément. C'est très sécurisant. L'administration a systématiquement connaissance des opérations et c'est pour nous la meilleure protection lorsque l'opération se passe mal, potentiellement, d'aller voir l'administration fiscale et d'aménager avec elle les règles de poursuite de l'opération. Voilà. C'est-à-dire qu'après, l'administration fiscale ne peut pas vous dire je viens de découvrir que... Non, absolument pas. Elle a la connaissance de l'opération, et non seulement elle a la connaissance, mais au travers de l'agrément, elle veut soutenir le projet. C'est important. D'accord, c'est très clair. Arnaud Lanoënan, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.